Et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le bras hydraulique en carton. Donc je vais présenter les exos de méca que je vous prépare sur ce système-là. Alors, je le propose à toutes mes classes. Donc il y a des classes de première et il y a des classes de terminale. Donc les classes de première, je vais principalement me limiter à des exercices de statique. Et puis pour les classes de terminale, je vais proposer de la statique, ça fera office de révision, de la cinématique également, et de la RDM. Voilà. Alors, concernant l'exercice de statique, je vous propose d'étudier le lien qu'il y a entre l'effort de serrage de la pince ici et le levier de commande de la pince qui est ici. Donc on va essayer de partir d'un effort de serrage, enfin d'un effort sur le levier. Vous voyez le système de la seringue qui est ici, la seringue de commande. En fait, elle n'est pas commandée directement en appuyant sur le piston, on appuie sur un levier, ici. On appuie ou on tire sur un levier. Et du coup, l'effort... alors, pour fermer la pince, il faut tirer le piston dans le corps de la seringue. Et du coup, il faut faire pareil ici, il faut aspirer le liquide. Et du coup, il faut tirer le piston, c'est-à-dire exercer une force comme ceci sur le levier. On voit que le levier il est en rotation autour de cet axe-là. On va se placer en statique, c'est-à-dire en équilibre, en position d'équilibre. Donc là, j'exerce un effort, mais il n'y a rien qui bouge parce que de l'autre côté, le fluide étant incompressible, et de l'autre côté, il y a un objet entre les deux doigts de la pince. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un effort estimé. J'estime à 3 kg l'effort qu'on peut mettre sur ces leviers-là, par un équilibre des moments. Si j'appuie avec 3 kg, donc 30 newtons, comme ceci, et que rien bouge, ça veut dire que rien ne tourne, ça veut dire que le piston retient l'ensemble de l'équivalent, quoi. C'est un équilibre des moments de force. Vous avez un moment de force de mon doigt là sur le levier qui veut faire tourner le levier comme ça, et vous avez le piston qui veut pas bouger lui et qui donc fait tourner ce levier là dans l'autre sens, le retient, l'empêche de tourner. Vous avez un équilibre entre ce moment là et ce moment là autour de cet axe là. Voilà. Une fois qu'on a cet effort, on peut en déduire avec la taille du piston la pression que je vais générer dans le cathéter qui est ici. Cette pression, on va considérer qu'elle se transmet d'un bout à l'autre du cathéter sans perte, sans perte de charge. Donc la pression qu'on met sur la commande ici, on la retrouve exactement à l'autre bout là-bas. Voilà. Maintenant, quand je regarde ce qui se passe à l'autre bout, donc côté vérin, côté actionneur et côté pince, vous avez le piston qui est aspiré vers le haut. Donc vous avez le piston qui veut rentrer dans le corps. Donc ça vient tirer les deux fils de fer qui sont là. Et à nouveau, on a un phénomène de rotation. Donc je peux peut-être ouvrir la pince pour vous montrer. Vous voyez, les doigts en fait pivotent autour de ces deux axes-là. Et le mouvement des tirants provoque la rotation de chacun des doigts. Et donc quand on vient tirer sur le piston, ça vient tirer les fils de fer, et les fils de fer provoquent la rotation de nos doigts vers le serrage de la pince, quoi. Quand
quand on vient tirer vers le haut, quand le piston rentre, ça vient fermer la pince, et c'est ça qui crée l'effort de serrage. Donc, on va retrouver avec le diamètre du piston qui est ici, on va retrouver un effort, donc du piston vers le haut. Cet effort se transmet bien entendu aux deux tirants, donc il est divisé par deux. Le piston tire avec une certaine force et on retrouve la moitié de la force dans chacun des fils de fer. Et puis ça provoque une rotation, c'est-à-dire il y a un décalage entre les tirants et l'axe de rotation. C'est ce qui fait pivoter chaque doigt. Et au bout du compte, vous avez, quand il n'y a plus rien qui bouge, c'est-à-dire quand vous êtes serré, voilà, comme ceci, quand vous êtes serré, vous avez un équilibre, les fils de fer tirent, font tourner la pince comme ceci, vers le sens ça serre, ça se referme, et à l'inverse, l'objet qui est au milieu empêche ce mouvement-là, et donc crée un mouvement de la pince qui ne veut pas se fermer davantage, donc qui va, un moment qui va tourner dans l'autre sens, quoi, qui va faire tourner l'objet dans l'autre sens. Voilà pour cet objet, cette étude statique. Donc le but, c'est bien de partir de l'effort sur la commande. Hop, on part de l'effort ici, sur la commande, et on arrive à calculer l'effort de serrage sur la pince. Voilà. Donc ça, c'est une première étude. Une deuxième étude, donc ça sera plutôt, je pense, pour les terminales et les terminales, ouais. C'est une étude cinématique. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire le lien entre... Vous avez vu que pour faire bouger la pince, là, il y a deux vérins qui le permettent. Le premier, c'est celui-là, entre le socle et le bras. Et puis le deuxième, c'est entre le bras et l'avant-bras. Voilà. Et j'ai remarqué que quand on combine les deux mouvements, on arrive à faire des choses intéressantes. Voilà. Et j'aimerais bien réussir à faire un mouvement de la pince verticale, comme ça, et un mouvement horizontal. Donc ça va pas être facile, mais ça va bien se passer quand même. Alors, il faut... il va falloir prendre en compte le mouvement de ce point quand on fait bouger ce vérin-là. Donc, quelle est la vitesse de ce point et quelle est la direction, quelle est le vecteur vitesse de ce point quand ce vérin sort ou rentre. Voilà. En fonction d'un déplacement de ce vérin, quelle est la vitesse obtenue sur ce point. Et puis pareil, quelle est la vitesse de ce point-là quand ce vérin-là se déplace. Et ce que j'aimerais, c'est réussir à combiner une vitesse de déplacement de ce vérin-là en entrée ou en sortie, avec une vitesse de déplacement de ce vérin-là en entrée ou en sortie, pour que j'ai une vitesse là qui soit horizontale. Alors c'est pas évident, il faut que j'arrive à refermer, à ouvrir ce vérin-là, donc il faut qu'il sorte ce vérin-là, et en même temps, celui-là, il faut qu'il se ferme. Donc ça donne quelque chose comme ceci. J'ai toujours un peu de mal. Voilà, un petit peu comme ceci, même si je maîtrise pas trop l'histoire. Voilà, et donc est-ce qu'il faut le même débit dans les deux vérins? Est-ce qu'il faut 2 fois plus de débit dans celui-là pour que le mouvement de ce point-là soit vraiment horizontal? Voilà, ce serait ça ma question que je me pose pour réussir. Est-ce qu'il faut que je commande avec des vitesses différentes mes seringues de commande, ou est-ce qu'il faut que je différencie, que je fasse aller l'une plus rapide que l'autre? Et alors, cerise sur le gâteau, si vous êtes vraiment motivé, ce calcul-là vous permettrait de déplacer les fixations de vos vérins là, de manière à ce que vous puissiez faire le déplacement horizontal de la pince avec des vitesses identiques au niveau de votre commande. Voilà, si vous réinvestissez ces calculs-là
Vous pourrez reprendre la géométrie du bras avec la fixation du vérin pour que vous n'ayez qu'à pousser les deux vérins de commande pour que vous obteniez en sortie un mouvement de pince bien horizontal. Voilà. Voilà pour cette partie cinématique. Enfin, pour la partie RDM, alors, j'ai... on s'appuiera un peu sur la partie statique pour aller voir quel axe est le plus sollicité en termes d'effort. Et puis, on réfléchira sur cet axe. Je vais juste vous montrer le principe de l'étude sur l'axe de la seringue de la pince. Donc, cet axe-là, qui tient la seringue de la pince, quand on met en action la pince, eh ben, pour que le piston de la pince puisse exercer une force sur la pince, il faut que le corps exerce une force sur l'axe. Je le mettrai un peu plus clairement, je l'expliquerai un peu plus clairement, mais voilà, pour qu'il y ait une force qui se crée sur les fils de fer, il faut que le vérin il prenne appui et il est tenu que par cet axe. Donc forcément, cet axe il est mis en pression. Alors, s'il est mis en pression, on va pouvoir étudier une chose, c'est une nouvelle chose qui s'appelle la flexion. Et ça, je vais vous expliquer bien comment ça marche. Je vais vous détailler vraiment le calcul pour que vous vous rendiez compte. Ce sera vraiment un exercice de découverte de ce que c'est que la flexion. Voilà. Et puis, il y a un deuxième calcul qu'on va faire, c'est... donc pareil, je prendrai alors, soit cet axe-là, de rotation entre le socle et le bras, ou soit l'axe de rotation entre le bras et l'avant-bras, où vous voyez que si quand il y a des efforts, il y a l'avant-bras, par exemple, il y a l'avant-bras qui veut partir dans un sens et le bras qui veut rester sur place. Et du coup, ça crée ça crée forcément un cisaillement sur cet axe, donc entre la partie bras et la partie avant-bras. Alors c'est un peu tiré par les cheveux parce que je pense que le carton va se déformer plutôt que l'axe va casser. Mais ça sera quand même l'occasion de revoir ce calcul sans trop de difficultés. Alors, par rapport au calcul de flexion, donc pour ceux qui vont faire ça, je vous présente le cours. Alors, il faut que je retrouve. Voilà. Alors, le cours. Vous l'avez ici, le cours de RDM, ça c'est la page 2. Vous avez donc la ligne flexion. Vous retrouvez exactement la condition de résistance. Hein. C'est vraiment la même c'est exactement la même, même que pour la traction compression. Voilà, donc il faut calculer la contrainte et la comparer avec la limite élastique du matériau. Pour calculer la contrainte, c'est une formule un peu compliquée, mais dans ce cas de figure-là, dans le cas de figure d'une charge, alors d'un axe, d'une poutre, qui est maintenue sur les deux extrémités, et dont il y a une seule force qui pousse au milieu, ce calcul de contrainte est pas très compliqué. Donc, on a déjà, je vais parler du module de flexion qui est composé des deux termes, IGZ, le moment quadratique, et V. Donc, IGZ, nous, on a un profilé rond, plein. Voilà, c'est la forme de ce profilé-là. Voilà, donc IGZ, il vaut pi sur 64 fois D puissance 4, fois le diamètre puissance 4. Voilà. Donc ça se calcule facilement. Ça donne un nombre avec une unité en millimètres puissance 4. Voilà. Et V, c'est juste la moitié du diamètre. Voilà. Donc le rayon, en fait. Voilà. Et enfin, pour le moment de flexion, on vous parle, vous voyez, que pour trouver la contrainte, il va falloir
trouver ces deux nombres, les diviser entre eux, et puis prendre le moment de flexion, je vais vous dire comment on le trouve, et le diviser par cette partie. Alors, pour le moment de flexion, dans ce cas-là, où vous avez une seule force qui est située vraiment au milieu de votre axe, c'est bien le cas ici, votre vérin il est vraiment accroché au milieu des deux plaques, là, des deux plaques en carton. Donc voilà, on est vraiment dans ce cas de figure là, très simple. La formule du moment de flexion, je vous la montre ici, c'est la force sur 2 divisé par la longueur sur 2. Donc quand vous avez trouvé votre effort avec lequel le corps du vérin est poussé vers le haut, ou vers le bas d'ailleurs, vous divisez ça par 2, et ensuite vous mesurez la longueur de l'axe entre les deux plaques, vous divisez ça par 2, et vous faites la force divisé par 2, divisé par la longueur divisé par 2, et ça va vous donner votre moment fléchissant. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez trouver votre contrainte. Voilà. Merci beaucoup, bonne continuation à tous, portez-vous bien.